de ce pays, Louis Boyard. Bonjour les amis. Mes amis, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement pour le climat, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement des quartiers populaires, le mouvement pour la paix, chacune de ces expressions du peuple ont été discréditées par la classe médiatique, calomniées par la classe politique et réprimées sur ordre du gouvernement. Mais alors, qu'est-ce que ces expressions du peuple, qui a priori n'ont rien en commun, qu'ont-elles au commun pour se voir justifier une telle répression? Elles ont en commun de rassembler une majorité du peuple français pour dénoncer l'odieux deux poids, deux mesures dans lequel se baigne l'élite dirigeante de notre pays. Deux poids, deux mesures. Quand la moitié de la population est à découvert à la fin du mois, ils nous disent « c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause du Covid ». Très bien, mais alors dans ce cas, il faut que vous nous expliquiez. Comment se fait-il que dans la même période, les revenus des milliardaires ont plus que doublé? Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Quand ils disent à la population « vous devez faire des gestes individuels pour le climat », et ils ont raison, mais alors dans ce cas, il faut aussi que vous nous expliquiez. Pourquoi est-ce que vous donnez tous les droits à polluer aux 25 entreprises qui, à elles seules, sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre? Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Quand ils disent à la population, quand ils leur imposent de travailler 2 années de plus avec la réforme des retraites, mais alors il faut qu'ils nous expliquent. S'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et qu'il fallait obliger le peuple à travailler 2 années de plus, pourquoi est-ce qu'ils ont supprimé l'impôt sur la fortune? Pourquoi est-ce que leur pseudo Mozart des finances, Emmanuel Macron, quelques années auparavant, a donné 100 milliards d'euros aux très grandes entreprises, sans aucune contrepartie, pour des emplois qu'elles n'ont jamais créés? Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Quand un agent de police tue Naël dans un quartier populaire, quand il ment, quand il rend l'adolescent responsable de sa propre mort, quand le gouvernement nous dit « le calme, ne vous indignez pas », mais qu'à la fin, le meurtrier est fait millionnaire. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Quand notre gouvernement s'indigne légitimement de l'attaque qui a été commise par le Hamas le 7 octobre, tuant 1200 Israéliens, mais n'a plus de larmes, n'a plus de mots, parle de droit à se défendre, alors que depuis 7 mois, 40 000 civils ont été tués à Gaza par le gouvernement israélien. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Le premier poids, c'est celui de nos élites dirigeantes, avec leurs mensonges, avec leurs contradictions. Le deuxième poids, c'est le peuple, avec sa vie, avec ses espoirs. Et le peuple ne peut prendre qu'une seule mesure, faire la révolution citoyenne, faire la 6e République, mettre le peuple au pouvoir, en terminer avec le deux poids, deux mesures, et enfin mettre notre pays en cohérence avec ses belles valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité républicaine. Oui, mes amis, ils vous répriment. Ils cherchent à vous faire paraître pour moins puissants que vous ne l'êtes vraiment, car ils savent que si le peuple français se rassemble autour de ces causes communes, alors c'en sera terminé de la décadence de nos dirigeants, c'en sera terminé de la mauvaise gestion du macronisme et du Rassemblement national. Et l'une de nos causes communes, c'est le partage des richesses. Le système économique capitaliste a un sens dans son histoire. Plus il vit, plus les richesses s'accumuleront dans les mains de quelques possédants. Un exemple, les salaires, l'inflation. Depuis la crise de 2008, les salaires ont augmenté de 13%. Les prix ont augmenté de 23%. Les revenus des milliardaires ont augmenté de 270%. Le problème du frigo vide, le problème de l'inflation, c'est le problème de l'accumulation du capital. Un exemple, le logement. En 50 ans, à euros constants, le prix du logement a été multiplié par 5. À une époque, la jeune génération pouvait rêver d'acquérir une maison. Aujourd'hui, c'est la grande désillusion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, 3,5% des propriétaires possèdent à eux tout seuls la moitié des logements en location. Le problème de la crise du logement, c'est le problème de l'accumulation du logement. Un exemple, le service public. Partout autour de vous, vous le voyez s'effondrer. L'école,
l'hôpital. Et pourtant, vous entendez la même chose de la part des concitoyennes et des concitoyens. Les concitoyennes et les concitoyens sentent le poids des impôts, sentent le poids des taxes. Pourquoi? Parce que ma boulangère paye 15% de taxes, quand Bernard Arnault en paye seulement 2%. Même pire, chaque année, l'État donne 160 milliards d'euros avec vos impôts aux très grandes entreprises sans aucune contrepartie pour que ça finisse dans les dividendes. Ma boulangère paye les châteaux de Bernard Arnault. Vous êtes en train de vous faire racketter. Et pour que le racket prenne fin, il faut sortir des logiques de marché tout ce qui est indispensable à la survie de la population. Le logement, l'énergie, l'alimentaire, l'école, l'hôpital. Il faut que le peuple rende au peuple ce qui lui a été volé par le capital et par le capitalisme. Et je pose la question, et je vous assure, je pose la question de bonne foi. À ceux qui croient encore au capitalisme, comment pouvez-vous croire dans un tel système? Comment pouvez-vous croire dans ce système alors qu'encore aujourd'hui, en 2024, 300 000 personnes dorment dans la rue? Comment pouvez-vous croire à ce système alors qu'il y a 10 fois plus de personnes au chômage que d'emplois disponibles dans notre pays? Comment pouvez-vous croire à ce système alors que des millions de travailleuses et de travailleurs ne parviennent pas à vivre de leur travail? Mais surtout, ultime contradiction, comment pouvez-vous croire à un système basé sur une croissance infinie, sur une production de richesses infinie, sur un monde aux ressources limitées, finies, dont on commence déjà à sentir les effets du réchauffement climatique? Les inondations de Calais, les incendies de forêt en Corrèze, les agriculteurs qui manquent d'eau dans les Pyrénées, ce sont les prémices d'un capitalisme irrationnel qui nous emmène droit dans le mur. La prise de conscience de toute la société, la transformation de notre production vers un modèle écologique, voilà une cause commune pour rassembler le peuple français. Et je ne me fais aucune illusion, le racisme et l'islamophobie déchaînés, commandés par 9 milliardaires qui possèdent à eux tout seuls 90% de la presse, sont faits pour diviser le peuple français. Ceux qui, à gauche, croient que l'on peut rassembler le peuple en évitant la question du racisme se trompent. Le racisme, c'est un poison que l'on n'évite pas, on le combat. Il n'existe pas d'un côté les questions sociales et de l'autre les questions sociétales. Le féminisme, l'antiracisme, la lutte des classes, l'écologie, la lutte contre les LGBT-phobies, ce sont toutes des questions sociales. Et on ne rassemblera le peuple français qu'en convainquant chacune et chacun que l'intérêt de l'une et de l'un est dans l'intérêt de tous et de tous. C'est pourquoi je sais que chacune et chacun d'entre vous vous sentez profondément blessé lorsque vous entendez les accusations d'antisémitisme contre la France insoumise. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. J'appartiens à une génération à qui l'école de la République a appris les 2000 ans de persécution française contre les Juifs, à qui l'école a appris ce qu'était la Shoah et les 6 millions de personnes juives qui y ont été assassinées. Contrairement à ce gosse de Bourges de Jordan Bardella, j'ai grandi dans les écoles du peuple. Là-bas, et vous le savez, on y grandit avec des juifs, avec des chrétiens, avec des musulmans, avec des athées. On y vit ensemble et on s'aime sans jamais penser une seule seconde à la religion de l'autre. Nous accuser, nous, d'antisémitisme, c'est manquer d'honneur, c'est manquer de respect au poids de ce mot chargé d'une histoire lourde que la République a le devoir de transmettre pour que jamais, jamais ne se reproduisent les persécutions et les massacres contre les Juifs. Quand je vois que l'antisémitisme monte dans notre pays, quand je vois qu'encore aujourd'hui, en France, des personnes juives sont victimes de haine, sont victimes de violence, quand je vois l'attaque qui a eu lieu à la synagogue de Rouen, je le dis en votre nom dans cette salle, au nom de toute la France insoumise et je pense au nom du peuple français, chaque personne juive qui est attaquée en raison de sa religion, chaque personne qui est attaquée en raison de sa religion doit être soutenue parce qu'en République, il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, il n'y a pas de place pour l'islamophobie, il n'y a pas de place pour le racisme. Et je demande à ceux qui, à longueur de journée, sur les plateaux de télévision et dans les assemblées, à ceux qui, longueur de journée,
disent que critiquer le gouvernement israélien, ce serait critiquer les Juifs. Je leur demande d'arrêter. Car c'est eux qui, par opportunisme politique, entretiennent une dégoûtante rhétorique antisémite. Je leur demande d'arrêter de dire que ce seraient les musulmans qui seraient responsables de la montée de l'antisémitisme. Parce que, croyez-moi, les musulmans savent très bien ce que c'est que d'être calomniés en raison de leur religion. Et ce sont les opportunistes politiques de plateau et des assemblées qui en sont les premiers responsables. Je leur demande de retrouver le sens de l'État, de retrouver le sens de la démocratie, de s'indigner avec nous quand Mathilde Panot et Rima Hassan sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Et j'interroge leur conscience. Si ces deux grandes femmes, qui ne soutiennent aucunement le terrorisme, peuvent être poursuivies, alors quand et pourquoi ? Pourquoi les soutiens publics de la politique de M. Netanyahou ne sont-ils pas poursuivis pour apologie du génocide ? Pourquoi ? Alors voilà ce que c'est que cette élection européenne du 9 juin, un référendum. Un référendum pour ou contre l'austérité, un référendum pour ou contre les traités de libre-échange, pour ou contre les guerres, pour ou contre le partage des richesses, pour ou contre une certaine idée de la France. Et tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas nouveau, c'est le programme de la NUPES. J'aurais aimé vous dire cela en compagnie des autres formations de la NUPES, mais elles ont choisi la division. Monsieur Glucksmann a écrit un livre qui s'appelle « Lettre à la génération qui va tout changer ». Alors, monsieur Glucksmann, voici la réponse de ma génération qui a entrevu l'espoir avec la NUPES en 2022. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui avez toujours refusé l'union. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui vous opposez à la retraite à 60 ans. Ma génération NUPES ne votera jamais pour un François Hollande bis au post Instagram sélectif. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui avez appelé à réprimer les étudiants de Sciences Po. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui n'avez pas eu le courage de défendre les Palestiniens. Je suis heureux de voir que Manon Aubry continue de porter le programme de la NUPES. Je suis heureux de voir que des membres des autres formations de politique de la NUPES ont choisi de poursuivre la stratégie et le programme de l'Union populaire. Alors mes amis, le 9 juin, on ramène la gauche à la raison. Le 9 juin, on vote pour la liste de Manon Aubry. Le 9 juin, on donne au peuple la force de tout changer.